Et je vais maintenant donc entrer dans le vrai sujet de la soirée, c'est-à-dire la conférence d'Arlette Farge, en vous présentant Arlette Farge. Elle est historienne, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, docteur en histoire, enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est spécialiste de l'histoire des comportements populaires à Paris au XVIIIe siècle, de l'histoire des femmes à l'époque moderne, et j'ajouterai de la question des archives, de la recherche en archives et de la question de l'archive. Elle a écrit de très nombreux articles dans des revues nationales et internationales et beaucoup d'ouvrages dont certains ont eu un grand succès. Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais commencer par le début et puis ensuite passer à la fin, en laissant un peu le milieu. Vivre dans la rue à Paris au XVIIe siècle, c'était chez Gallimard en 1979, dans une collection qui a malheureusement disparu, qui s'appelait Archives, justement. Le désordre des familles, lettres de cachet des archives de la Bastide, en collaboration avec Michel Foucault, Gallimard, collection Archives. La vie fragile, violence, pouvoir et solidarité à Paris au XVIIe siècle, chez Hachette en 1986. Bon, j'espère que Arlette Farge m'excusera de sauter maintenant à la période plus récente. Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle, aux éditions du Seuil en 1994, Les fatigues de la guerre chez Gallimard en 1996, Des lieux pour l'histoire au Seuil en 1997, La chambre à deux lits et le cordonnier de Tel Aviv au Seuil en 2000, La nuit blanche au Seuil en 2002, Le bracelet de parchemin, l'écriture sur soie au XVIIIe siècle chez Bayard en 2003. Voilà, je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite, comme d'habitude, elle répondra aux questions que vous lui poserez. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir aussi à ceux qui sont là-haut. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour vous intéresser au peuple parisien du XVIIIe siècle. Merci aussi à l'Université de tous les savoirs de m'avoir honorée en m'invitant pour cette 500e, 499e. Et je voudrais dire que j'ai toujours suivi à peu près ce qui se faisait ici. Et je voyais la liste des invités prestigieux et je peux vous dire que je n'aurais jamais pensé être un jour derrière cette estrade. Alors voilà, bien, on me l'a demandé, je le fais aujourd'hui. Et puis je regrette beaucoup que vous n'ayez pas droit au petit four. Et je penserai à vous en les mangeant. Voilà. Donc j'ai intitulé cette conférence « Entre ferveur et douleur, le peuple parisien au temps des Lumières ». Je commence par une citation. « Les grandes villes sont vraiment du goût du gouvernement absolu. Aussi fait-il tout pour y entasser les hommes. Il y appelle les grands propriétaires pour l'appât du luxe et des jouissances. Il y précipite la foule comme on enclave des moutons dans un pré. Ainsi est-elle rangée sous la loi commune. Enfin, Paris est un gouffre où se fond l'espèce humaine. » Ces phrases véhémentes ne sont pas de moi. Elles proviennent d'un des plus célèbres chroniqueurs de la ville de Paris au XVIIIe siècle. Elles proviennent de Louis-Sébastien Mercier dans son Tableau de Paris qu'il écrivit en 1782 au chapitre « Grandeur démesurée de la capitale ». Mais si je les ai choisis, c'est un peu par malice, et je m'en explique. D'une certaine manière, et vous l'avez bien compris, ces phrases pourraient être encore utilisées aujourd'hui. Et tout le monde, sans doute, en serait satisfait tant l'on aime aller du même au même. Mais cela nous entraînerait vers une voie trop facile, piégée, erronée, qui serait celle-ci. Oui, en effet, rien n'a changé ou presque depuis le passé. Oui, l'histoire est peuplée d'invariants. Oui, la ville a toujours été méchante. Notamment cette ville, toujours caractérisée par des mots inquiétants. Un gouffre, un lieu de débauche, l'apanage du luxe, avec une foule moutonnière, instinctive et animale quand on ne la déclare pas femelle. Nous, les historiens d'ailleurs, je dois dire, ne sommes pas tout à fait innocents dans l'utilisation de cette problématique un peu simple et linéaire, qui emmène rapidement sur le chemin des invariants, des linéarités, des continuités simples qui font aller d'événement à événement. L'ordre lisse de notre discours oublie les ruptures et les heurts, les fracas et la chair des hommes.
Je ne travaille pas ainsi, du moins j'essaye, essayant de comprendre comment rien, jamais, n'est donné définitivement, et comment chaque événement, chaque situation, chaque individu se constitue à l'intérieur d'une histoire extraordinairement mobile et labile qui s'inscrit dans les corps comme dans les esprits. L'homme, la femme, la ville, comme les événements qui s'y déroulent, sont à chaque instant fondés et refondés par l'histoire, selon la belle expression de Michel Foucault. De même, je ne recherche pas les origines, ni ne crois à leur splendeur innocente. Sans doute trop nietzschéenne pour cela, ou plutôt trop imprégnée des archives des gens humbles pour à présent comprendre qu'il n'y eut point un commencement né dans l'idylle des relations sociales, mais que le monde se fit à travers l'émergence d'événements insensés et de rapports de force dont il faut savoir faire l'histoire. Ainsi, à ne pas chercher l'origine dont découleraient linéairement des faits, je suis amenée à essayer de comprendre, interpréter, donner sens à ce qui fut, à ce que fut le rapport énigmatique et fort qui se tisse entre la vie de l'individu et celle de l'autre, celle du groupe social ou du contexte économique et politique auquel il appartient. En cherchant en même temps à faire une histoire de l'être singulier, soumis ou révolté par rapport à ce qui l'entoure, accroché ou décroché de son appartenance à l'ensemble social, en cherchant cela, je fais le souhait, utopique sûrement, de rechercher au plus près ce qu'est la vie coulée, cachée dans les interstices de la vie publique et collective. Au fond, je cherche l'histoire de l'autre, celle d'il y a longtemps, mais aussi celle d'aujourd'hui, qui a laissé et laisse sur nos épaules l'empreinte de ses paumes et parfois de ses larmes. Ceci pour travailler sur ce qui fut. Le sens de ce qui fut, j'en suis persuadée, est aussi la possible vision du futur. L'histoire du peuple parisien au XVIIIe siècle n'a d'intérêt que si nous y lisons l'autre dans sa plus grande complexité. Venons-en à Paris, au peuple, entre ferveur et douleur, ai-je annoncé, parce qu'en ce siècle dit des Lumières, il vécut intensément, avec d'autres perceptions que les nôtres, d'autres visions du bonheur, des malheurs autrement intégrés au corps social qu'aujourd'hui. Mais quelque chose de ce Paris, quand on l'étudie de près, a ceci d'extraordinaire. Nous être aussi familiers, proches, intimes presque, qu'extraordinairement lointains et distants. Cette tension entre proximité et éloignement fait la force de l'histoire. Oui, le peuple parisien est entre la recherche du sens politique et la solitude de sa pauvreté, entre la précarité et le désir de bonheur, entre une pauvreté dure et l'instabilité, avec le désir constant de devenir non pas, non plus, un sujet fusionnel avec le roi, mais un sujet critique, voire politique. Ce peuple, pour mieux le décrire, vit dans une ville où la campagne existe encore, donc entre les hautes herbes, les champs de blé et les rues suintantes d'odeur et de travail, entre les hommes et les femmes mêlés, entre la Seine et les grands monuments, entre des regards sur ce qu'il appelle l'obscénité des riches et bien des solidarités entrecoupées de violence, entre danses et cérémonies, fièvres et révoltes. Si vous le permettez, je vous parlerai d'abord du corps, des corps du peuple, puis des lieux et des espaces qu'il habite et des institutions qui sont fréquemment visitées par lui, souvent contre son gré, comme les hôpitaux, les prisons ou encore le mont-de-piété. Enfin, je terminerai sur les mouvements sociaux et collectifs à l'intérieur de la ville, les formes d'opinion populaire que l'on peut recueillir et les visions du futur que véhiculent ces habitants pauvres de la cité, ces personnes d'un peuple qu'on dit illettré et inculte et qui donnent plus qu'à leur tour leur avis sur le temps. Mais avant d'en venir à ces 3 points, je tiens à souligner combien le registre de l'émotion est partie prenante d'un travail de ce genre. Tout ce que je sais de ce peuple, je l'ai acquis
en lisant nombre d'archives de police et de mains courantes de commissaires, c'est-à-dire en déchiffrant tant de paroles dites, obligés par le pouvoir à s'éclairer devant la justice. Émotion de l'historien qui les découvre ou se les approprie, émotion qu'il doit savoir tenir à distance tout en ne les radiquant jamais, mais aussi l'émotion qu'il constate, celle qu'il a en face de lui dans les phrases qui sont dites dans ses archives, celle de tous ces amples mouvements humains et inhumains retrouvés dans les documents. L'émotion, vous le comprenez, est double. Il y a celle du chercheur et celle qui, dans le siècle, actrice sociale, fit bouger les représentations et les événements. Aussi conflictuels qu'effervescents, vécus entre ferveur et douleur, les actes du peuple, ici conciliés en archives, doivent être interprétés au mieux. Alors, allons-y pour les corps, si vous voulez bien. Les corps. Qu'est-ce que Paris en ce siècle, sinon des corps en mouvement, dans des rues bousculées de circulation, de passages d'animaux, de cris de marchands, de foules attentives à tout ce qui se passe dehors, de logements qui, pour les plus pauvres, ne sont que des abris et les rejettent dans la rue. Les corps vivent dehors, tant les immeubles ne les protègent que par des garnis ouverts les uns sur les autres, ne ressortissant pas de l'intimité. Intimité, le mot est d'ailleurs totalement inconnu au XVIIIe siècle et n'apparaîtra qu'au XIXe. Hommes et femmes, en présence intense, circulent dans les rues, de l'aube au soir tard venu. Pour travailler, pour chercher un travail, il faut se lever tôt et aller jusqu'au travail promis ou recherché. C'est la plupart du temps un travail précaire et saisonnier et il dépend de la saison. Soit les uns iront en été moissonner les blés porte-maillot, tandis que les autres, au printemps, cueilleront les haricots verts sur la plaine de Gentilly. D'autres iront vers les tanneries de la Bièvre qui coulent à ciel ouvert pour travailler le cuir, tandis que les blanchisseuses s'installeront dans des bateaux lavoirs, élant les ouvriers du bois flotté, ce bois qui vient par la rivière de Seine approvisionner Paris. Violence, conflits, accidents, disputes, rixes, rythment le temps de la journée, comme le rythme aussi les répits, les badinages, les façons de se héler et de s'interpeller. La violence parisienne au XVIIIe siècle est une réalité très importante, un souci de chaque jour. Elle forme autant le grain des jours que le rire, les sons, la musique et les solidarités. Quoi qu'il en soit, et il faut s'en rendre compte, la population parisienne est nomade comme un nomade, et traverse quotidiennement la ville de part en part. Le corps, il est constamment sollicité, heurté, parfois blessé, malmené. Sollicité à la fois par le travail artisanal et corporel, par les marches incessantes, risquées à cause de la circulation des carrosses, pour parvenir à s'employer ça ou là. Le corps est le premier bien, le premier lieu, le premier bénéfice de l'homme ou de la femme. C'est son bien le plus précieux, et il le sait, c'est sa fortune. Toute maladie, tout accident du travail, toute blessure cause sa ruine, son déficit, ses empêchements. Ainsi, dans les rues, voit-on familièrement des hommes et des femmes estropiés, avec des visages aux innombrables cicatrices provenant de maladies ou d'accidents. Même empêchés et douloureux, ces corps vivent au rythme du travail cherché et du travail demandé, en même temps qu'au milieu d'une promiscuité corporelle, gestuelle et sensitive que nous n'imaginons plus. Ils vont et viennent du matin au soir et du soir au matin, s'arrêtent aux fêtes, aux spectacles et aux cérémonies, font halte au cabaret, traversent autant de zones rurales que d'espaces urbains. Paris, nombreux de 800 000 habitants ou à peu près, enserre en ses murs des champs, des cultures maraîchères. Traverser Paris, c'est aussi bien traverser les fourrés et les blés que les rues cloaqueuses de Maubert Mutualité ou du Faubourg Saint-Laurent. Alors là, hommes et femmes y vivent ensemble, dehors. Ils cheminent de part et d'autre et connaissent, faut-il le dire au risque d'étonner ou de provoquer, par rapport à un XIXe siècle plus sévère, une véritable mixité. Elle n'est pas, loin de là, égalitaire et ne signifie pas qu'hommes et femmes vivent à égalité. Leur situation juridique, sociale et politique est là pour en témoigner.
mais à tout le moins, vit-il dans ce que j'appellerais une sorte d'aisance corporelle qui fut celle du siècle. Cela ne signifie en aucune façon qu'il n'y ait pas eu nombre de violences des hommes contre les femmes, d'insultes, de bagarres, survenues à la mesure même de cette facilité de relation entre eux, car les femmes travaillent, participent à la vie publique et peuvent, comme elles le veulent, boire shopping au cabaret comme les hommes. Les rencontres se font partout, sur les routes et sur les chemins de halage, sans qu'il soit besoin même de se nommer ni de se connaître. L'homme, la femme, vivent certes en situation d'inégalité totale, et le rapport de force est évidemment du côté masculin, mais les deux sexes, quoi qu'il en soit, se côtoient sans embâge, se frôlent sans cesse et vivent de constants face-à-face où la violence peut le céder à la séduction. Qu'on se l'imagine, le travail en atelier, le lavage au bord de l'eau, font que les corps sont à la fois visibles et sensuels. La marche, l'effort, la fatigue et la sueur, l'amplitude et la force des gestes demandés pour le travail, les bras amples pour porter ou recevoir, et l'élan vers les douceurs du badinage ou de la séduction en sont la commune mesure, l'habituel rythme des acceptations et des refus. Mais existe aussi la malheureuse infortune des femmes violées, battues ou simplement séduites, puis abandonnées, à de maintes occasions, toujours très fréquentes et très présentes dans les archives de police. Dans ce Paris populaire, l'homme comme la femme sont emplis de cet espace qui leur extorque des manifestations bruyantes et sensuelles en de nombreuses occasions, qu'il s'agisse de peine ou de travail, de fête ou de danse. Le corps est le lieu du travail pour le petit marchand, la dentelière, la vendeuse d'oubli ou d'agrumes, le porteur d'eau, l'ouvrier en bâtiment et la blanchisseuse. Et si les gestes et les cris sont des moyens de travailler, ils sont aussi les signes et les témoins d'une expressivité et d'une oralité à nul autre pareil. Effervescent, fervent, douloureux, le corps du peuple ne peut être qu'ainsi tant la vie, dans son instabilité comme dans les sollicitations de la monarchie, lui demande constamment une partition tumultueuse et risquée de sa vie physique. Qu'on ne retienne surtout pas de ce que je viens de dire, parce que ça serait vraiment très dommage, qu'on ne retienne pas de cela que seul le corps résume la présence populaire. Ce serait une réduction mortifère, une réduction de mauvais aloi aux conséquences politiques, vous l'imaginez, infiniment graves. Cette expressivité obligée par les conditions de vie est aussi toujours la conséquence de leur pensée, de leur esprit, de leurs avis concertés ou non sur les affaires du temps. Ils ont esprit et corps, pensée et geste pour l'exprimer, curiosité infinie pour se tenir au courant. Et si on l'oubliait, on retomberait dans ce misérabilisme qui nous séduit encore aujourd'hui lorsque nous nous prêtons à penser que la foule pauvre est animale, instinctive et sans pensée. Oui, ils pensent, et comment même être encore aujourd'hui obligé de le dire, malgré tous les efforts de la monarchie pour leur retirer cette évidence. Ainsi, peut-on dire que le corps est le lieu d'inscription du politique par excellence. Et si la mort survient ? Si la mort survient, elle est éminemment respectée, même celle du tout petit. On sait que pour avoir un enfant en vie après 7 ans, il faut en général en mettre 3 ou 4 au monde. Et il est des personnes qui ont pu tirer de ces chiffres, ainsi que de ceux des enfants abandonnés, 20 000 par an à Paris, la conclusion que la mort de l'enfant n'était rien puisque familière. Contresens. Être entouré de la mort parce qu'elle survient souvent ne signifie en rien l'absence de chagrin, l'émotion vive. Et les archives sont emplies de scènes de deuil. Enterrement et mise au cimetière des innocents ponctuent aussi le temps, tandis que chacun se signe devant la porte du défunt où parfois il est exposé à même la chaussée. Si vous le voulez bien, je passe au deuxième, j'ai pas fait de transition, au deuxième point, les espaces et les institutions. La rue est l'espace principal et vital de la ville. La nécessité de la circulation transforme la vie de la rue en une inévitable rue de la vie. Cette phrase de Siegfried Kracauer, écrite plus tard pour une autre ville, Berlin, s'applique bien à ce Paris des Lumières. Vie de la rue, rue de la vie,
et j'ajouterais rue des inégalités et des confrontations sociales, des heurts et des rencontres, des bonheurs attendus et des peines amères et douloureuses. Il n'y a pas de manière de vivre pour le peuple parisien, comme aiment à le dire trop souvent les historiens. Non, il n'y a pas de manière de vivre pour eux, mais des obligations à vivre de telle ou telle façon, et cela est bien différent. Ainsi, l'espace de la cité est-il utilisé au maximum pour pouvoir en tirer profit et être immergé dans une sociabilité qui a ses ordres et ses désordres. Le pauvre ne peut pas être heureux à Paris, écrit Louis-Sébastien Mercier. C'est chose certaine. À tout le moins, participe-t-il à des éclats de vie et à des formes de sociabilité. Mais ce qui pèse le plus sur lui et dont il est extraordinairement conscient, c'est le mépris le plus total et le plus définitif dans lequel il est tenu par les autorités et par les élites. Un mépris qui confine au déni d'existence. Dès lors, il lui reste la ville à sillonner, à fabriquer aussi, par ses demandes, ses acharnements, ses révoltes. Le peuple parisien fait la ville, et les espaces urbains logent et suscitent cette pauvreté persistante. La ville est un chantier, impossible d'en fixer les bornes, car Paris s'étale allègrement, et le contraste est flagrant entre la misère patente et le luxe somptueux. Paris déborde toujours de ses limites, mais la pauvreté, elle, est sans limite, car l'exode rural attire vers lui source d'infortune et mythifiée comme source de fortune. Les migrants sont une population plus que nombreuse. Dans le faubourg Saint-Marcel, par exemple, ils représentent à peu près 70% des habitants, ce qui est énorme. Mais alors, où sont-ils en dehors de leur demeure précaire? Et où vont-ils? Les plus favorisés travaillent en atelier ou en boutique. Ils sont apprentis, servantes, domestiques, compagnons. Mais il reste toutefois une population mobile qui se déplace pour les menues affaires de leur maître. Leur espace, même celui de la vie de l'atelier, est en même temps celui de la rue, puisque toutes les boutiques et les ateliers sont au rez-de-chaussée des immeubles ouverts sur la rue où tout se passe. Circulation, accidents, bagarres, musardises, passages échauffés de carrosses altiers, cris de petits marchands, annonces de grands et de petits événements de la nation venus par porteurs ou colporteurs. Il est un espace bien connu du public d'aujourd'hui pour son charme et ses aspects ludiques, qui est sans doute un des plus fréquentés et des plus laborieux de la ville du XVIIIe siècle. Ce sont les bords du fleuve, les rives meubles de la Seine. Ce long ruban aquatique est bordé de ports, le port au vin, le port au blé, le port aux animaux et de fabriques d'artisans. Les tanneurs, postés au confluent de la Bièvre, exercent leur métier, colorant en rouge sang l'eau du fleuve. Les équarrisseurs font de même. Les ouvriers du bois flotté attendent les longs chargements de troncs pour les arrêter, les enchaîner et les sortir de l'eau afin qu'en morceaux débité, ils chauffent la ville. Les porteurs d'eau, les blanchisseuses, travaillent à un rythme cadencé impressionnant. Les coches d'eau partent et repartent. Les plus étonnants, les plus émouvants, sont ceux chargés des nourrices et des enfants qu'ils amènent ou ramènent de province Cesselon. On imagine bien, et on les lit dans les archives, ces scènes touchantes sur le port. Au départ, comme à l'arrivée des enfants, où il devient si difficile de reconnaître le sien au bout de 3 ans de séparation. La chance étant, bien entendu, qu'il soit encore vivant ou viable. Les prostituées ont leur chemin de sable et de boue, tandis que les petites cabanes de bois réservées au ramassage des noyers émaillent les berges de leur curieux assemblage. Vie du fleuve, vie de la ville, espace de peine comme parfois de lumière, quand le roi donne sur les eaux quelques spectacles de feux d'artifice et de jeux d'eau. Ce fut le cas en 1770 au mariage du dauphin. La fête eut lieu là, sur la Seine, mais au même moment, les carrosses nobles, aristocrates, pressés d'arriver à la rivière, avaient renversé 300 passants du peuple, étouffés par leur non-attention et leur désir de privilège, celui d'être au premier rang de la fête. 300 morts, enterrés le lendemain au cimetière de la Madeleine, tous pauvres et démunis. Le scandale fut à son comble, ferveur et douleur. Il fallut reconnaître les corps méconnaissables écrasés par les roues des carrosses, asphyxiés par la foule, petits artisans, servantes, marchands, accomplir cette démarche funèbre.
On pourrait décrire bien d'autres espaces, bien sûr, comme les marchés, les carrefours, les faubourgs, les octrois, où le vin coûte moins cher et où on se déplace les jours chômés pour s'égayer un peu. Les églises et les cimetières bordés d'écrivains publics, comme il fut accoutumé, selon l'étonnante et belle habitude de mêler la mort aux espoirs de vie que signifient les lettres envoyées par ceux qui ne savent pas écrire et qu'ils chuchotent aux oreilles des écrivains publics. Les observateurs des espaces parisiens ont toujours souligné combien la ville leur semblait malsaine. C'est la croissance urbaine qui est à l'origine des malheurs sociaux, ce qui fait écrire à Louis-Sébastien Mercier « Heureux habitants des Alpes », étrange évocation rappelant d'autres incantations écologistes de nos jours. Mais s'il y a pathologie, c'est qu'il y a infinie pauvreté, misère, maladie, infortune et détresse, et que de hauts lieux imposants de ténèbres et de peines sont aussi partie intégrante de la ville. Je veux parler des prisons immenses, des hôpitaux insalubres, d'une Bastille sévère et plombante, d'un hôpital particulièrement impressionnant, celui des enfants trouvés ou celui des enfants rouges, et enfin du mont-de-piété, refuge ultime où détresse sans suite. Qu'est-ce que je fais là ? C'est bon ? Ah ouais, top. Je continue ? C'est bon. La maison du commissaire de police ça fait pas le même son, non ? La maison du commissaire de police est un lieu habitué de la ville. Il y demeure d'ailleurs et reçoit les plaignants et les accusés, écrit les procès-verbaux de plainte et de récrimination et lance les arrestations. Un Parisien sur 3 est venu devant le commissaire pour déposer une plainte, donc c'est un lieu très accoutumé, très habituel. Un Parisien sur 3 est venu là pour s'inquiéter de méfaits ou de malfaisances, plaider une cause, demander que la voirie s'améliore. Et puis, sur les murs de cette maison de police sont affichées les ordonnances royales, les réglementations spécifiques, ainsi que toutes sortes de petites annonces. La nuit, on y placarde de hâtives dénonciations collées à la dérobée, qui sont conservées aux Archives nationales, ou des proclamations blasphématoires. Et de loin, bien sûr, avec tous ces placards, se voit la maison du commissaire. Lieu puissant, lieu de pouvoir, lieu craint et inquiétant, mais aussi lieu de conciliation et d'information, la maison du commissaire n'est rien, elle est douce, finalement, face aux prisons et hôpitaux de la ville. L'Hôtel-Dieu, le Châtelet, la Salpêtrière pour les femmes, l'hôpital Bicêtre pour les hommes, la maison de la Force pour les soldats, Sainte-Pélagie pour les prostituées et les femmes de mauvaise vie, Saint-Lazare pour les hommes de débauche. Quoi qu'il en soit, ce sont des antres, des gouffres de misère où s'entassent de menus voleurs, des êtres à la tête fêlée, des malades et mendiants, des délinquants sanglants ou dénaturés, où la mort n'attend guère pour s'emparer des uns et des autres. Là, tout se décline de façon révoltante. Louis-Sébastien Mercier écrit encore « Le grand scandale subsiste ». L'effroi et l'indignation secouent ceux qui y entrent, car tout est farouche dans ces lieux cruels où l'on souffre. Ombres omniprésentes, ces grands établissements surplombent la ville et l'indigent sait bien, à chaque ordonnance qui en demande l'arrestation, que ces lieux seront un jour sa demeure mortifère. On comprend alors pourquoi, régulièrement, des attroupements et des échauffourées naissent dès que les archers du guet, obéissant aux ordres royaux, décident d'arrêter des mendiants ou des pauvres en pleine rue. En son esprit, chacun pressent que demain, peut-être, ce sera son tour. La misère est visible et profonde, et l'on sait qu'elle n'atteint pas que les moins chanceux. Le pari de l'effervescence et de la douleur est aussi celui qui peut très rapidement s'indigner, se mettre en remuement, selon la belle expression de l'époque, et s'émouvoir. C'est la grande peur des élites que cela, et aucune prison, si sombre soit-elle, si punitive soit-elle, ne peut empêcher cette solidarité évidente et sûre d'elle. Pourtant, l'effort d'exclusion est à l'œuvre pendant tout le siècle, et la police, par la multiplicité de ses actions, fussent-elles contrariées, travaille depuis 1656, date de la création de la lieutenance générale de police, à rendre invisibles et infigurables ceux qui, dans la ville, sont trop visiblement porteurs de pauvreté. À les rendre infigurables, on les défigurera en les faisant entrer dans ces prisons puantes et morbides
où la folie, les miasmes et les larmes sont compagnons de misère. L'hôpital des enfants trouvés est à cet égard exemplaire. Les archives du bureau des délibérations de l'hôpital sont conservées ici à Paris aux archives de l'assistance publique. Elles montrent une administration fiable, soigneuse et de bonne volonté. Les registres d'entrée sont tenus avec la plus grande attention et la graphie en belles rondes, majuscules et minuscules souligne la minutie des opérations par les greffiers. Le bureau se tient chaque semaine et note ce qui se passe. Là se tient le cauchemar. Ces phrases disent la volonté de soin. Et en même temps, elles fabriquent la mort des nouveau-nés. Parce que quelque chose de l'ordre des rôles tenus dans la société y est fermement maintenu. Bien sûr, dans ces registres tenus sur une enfance effarée et mortifiée, l'enfant est là au premier chef, et c'est sur lui que se tentent des actions et des préventions. Mais elles sont autant de marques d'une bien curieuse sollicitude, que d'une bien affreuse absence d'attention. En 1756, par exemple, la maison des enfants trouvés dispose de 7 nourrices pour allaiter à la mamelle 180 enfants. Une maladie se répand, la gangrène de l'ésophage. On projette de l'amélioration. Le bureau des délibérations se réunit. On invente des éponges. Les petits-enfants seront couchés sur le côté, une fiole sur l'oreille, une éponge dans la bouche. Ils mourront, ne pouvant plus déglutir. On avait pensé que c'était le progrès des Lumières. Ici, on se trouve au cœur d'un dispositif débordé par lui-même. Impuissant, tout entier aimanté par l'idée force des Lumières, l'enfant doit servir à la nation. Oui, mais comment? Pathétique intention, entièrement enfermée dans la toile d'araignée enchevêtrée et implacable de l'assistance et du dégoût, de la compassion et de l'incompréhension, de l'indifférence et du désir de faire du petit pauvre un petit être utile. Quoi donc? Un futur prolétaire pour un 19e siècle qu'on ne connaît de toute façon pas encore. Bien sûr, l'aide à l'enfant intervient en ce cadre insoluble, mais pas, vous le comprenez, la possibilité d'être pensé comme un petit être singulier en devenir. L'enfant abandonné est une figure hors lieu, à maintenir en vie pour que la nation ait des bras, mais dont l'infigurabilité sociale est si patente qu'il en mourra le plus souvent. Un dernier mot sur ces espaces. Le Mont-de-Piété, qu'on appelait alors le Lombard au XVIIIe siècle, est un lieu d'affluence inquiète et d'espoir démesuré. La foule s'y renouvelle chaque jour, et s'il est par les grands à portée de l'or, des diamants et des tabatières, on voit le plus souvent des gens humbles portant en leurs bras une simple chemise déchirée, quelques lambeaux de tissu ou de débris d'armoire sortent de fragments d'infortune. Temple où le riche côtoie le pauvre, le Mont-de-Piété est un symbole de l'impossible égalité et pourtant un lieu accessible à tous. Oui, l'espace parisien, il est confus, il est encombré, il est envahi par la population qui vit là, dehors, attendant de lui des moyens de vivre. Mais si l'espace est confus, les préoccupations des personnes sont précises et leurs activités n'apparaissent désordonnées que pour nos yeux, rythmés par d'autres temporalités que les leurs. En parcourant la ville, se fait la quête incessante de la stabilité. On bouge beaucoup, on bouge pour enfin se stabiliser. La ville est une rivière dont les autorités surveillent le flux et dont les crues inquiètent. Ceux qui y vivent ont les comportements qu'elle leur imprime. Ces gestes d'appartenance ou de refus ont leur symbolique, je dirais même leur poétique. Les mouvements, les rumeurs et l'opinion. Corps en mouvement, espace fondateur de gestes et de pratiques sociales quotidiennes, la ville est un battement du temps où s'élaborent des pensées et des actes. Emplis des nouvelles orales transmises des uns aux autres, des gazettes qu'on achète à un sol dans les jardins ou aux portes de Paris, de rumeurs allant aussi vite que l'éclair, s'enflant et se dégonflant comme les orages, il ne faut surtout pas la caricaturer en la considérant comme un lieu où tout se dit et se fait sans ordre, sans intention ou sans raison. La réalité est plus complexe. Il est une première chose à expliquer, sans laquelle, je crois, on ne peut pas du tout comprendre la force des mouvements publics, ni même la circulation de la parole populaire autour de tout ce qui se passe, autour des affaires du temps. Pour les élites et pour la monarchie, et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre le reste,
Pour les élites comme pour la monarchie, la politique n'est point l'affaire du peuple. Donc tout avis émis par le vulgaire est dit impulsif, inepte. Condorcet, d'ailleurs, en 1776, définira l'opinion populaire comme, je cite, celle de la partie du peuple la plus stupide et la plus misérable, voire imbécile. Fin de citation. Daigné, méprisé, assigné à la bêtise, les avis populaires sur ce qui survient sont renvoyés à l'insignifiant, pire, au non-sens et à l'imbécilité. Et pourtant, la lieutenant générale de police, sollicitée par le roi lui-même, consacre une grande partie de son temps et de son énergie à écouter clandestinement ce que dit le peuple. Nombre d'observateurs et de mouchards se cachent aux endroits jugés les plus porteurs de rumeurs. Les places, les marchés, les cafés, les jardins, les carrefours ou même n'importe quelle porte d'église. Souvent déguisés, ces observateurs notent ce qu'on dit. Et la population se surprend parfois, je dirais même souvent, à les reconnaître à cause de leurs chaussures de police qu'ils ont oublié de changer et qui dépassent un peu bêtement du déguisement choisi. C'est une aubaine, évidemment. Peu importe, la police cherche à entendre et le lieutenant général en informe le roi chaque semaine, chaque mardi matin. Alors, quel est donc le statut de cette parole, déniée par le pouvoir, en même temps que si recherchée par lui? Et si elle est pourchassée, comment ne pas comprendre qu'elle est encore plus présente, plus transgressive, plus mobile, plus mouvante que si elle était tout normalement admise? Ainsi se trouve-t-on au cœur d'une contradiction flagrante. À Paris, la population a sur les événements quotidiens des avis dont la pertinence et le statut politique sont niés par un pouvoir qui simultanément les observe jour après jour et les prend en compte continuellement. Une curieuse spirale s'installe, elle-même créatrice de nouvelles figures d'expression populaire. Sans existence officielle ni statut, la parole populaire est déclarée non-lieu politique, alors qu'elle est en même temps un lieu politiquement observé et un lieu commun de la pratique sociale. Bien entendu, il ne faut pas faire d'anachronisme, il n'existe pas d'opinion publique au sens actuel du terme, mais il existe d'abondants avis populaires dont les formes, les contenus, les fonctions évoluent en fait à l'intérieur d'une posture monarchique qui les suscite et qui leur donne vie tout en les refusant. Petit à petit d'ailleurs, la population acquérera la légitimité de penser, l'imposera, car aucun des membres du peuple jamais n'a pu penser, jamais, qu'il était inepte et grossier, tandis qu'il savait parfaitement qu'on pensait cela de lui. De ce déni trop lourd de la part des autorités naîtront des désirs d'autonomisation et des figures particulières de moments politiques où le sujet saura se séparer du roi pour devenir sujet pensant, être parlant, obligé d'être reconnu comme tel. Ainsi, la parole populaire prendra-t-elle, malgré son interdiction et sa façon d'être si sévèrement pourchassée, une formidable influence. À peine émise, et c'est sa qualité première dans une société presque entièrement orale, elle se diffuse à partir de vecteurs qui l'utilisent différemment. Elle envahit la rue, les rumeurs, les nouvelles à la main. Déformée, suscitée, manipulée, elle prend place au milieu d'un univers qui tente de la réprimer sans jamais pouvoir la gérer. La curiosité pour l'information est un principe de vie. La presse monarchique n'ayant aucun intérêt pour ses lecteurs, le peuple cherche à s'informer de toutes les manières. Il lit les affiches, les mercuriales, les pamphlets, les placards qui sont collés au mur avec précipitation. Les avis de chiens perdus, les annonces d'exposition du Saint-Sacrement, les arrêts de la Cour du Parlement, les annonces de médicaments miraculeux, les dessins impies, le prix du grain, des blés, les diffamations du voisin. À chaque affichage important, un attroupement se fait, car ils ne sont pas nombreux ceux qui savent lire. Les nouvelles officielles, dont la monarchie sait qu'elles vont déplaire, sont du coup collées très haut sur les murs pour rester inaccessibles. Qu'importe, il y a toujours un ouvrier du bâtiment qui sait lire, perché sur son échelle. Il déchiffre à haute voix les voyelles et les rondes pour ceux amassés en bas qui clament et commentent. L'Église fait de même, mieux. Elle écrit en latin, mais qu'importe. Et il y a là aussi toujours quelqu'un qui a un peu de vocabulaire de messe. Le climat est celui de la passion pour l'information. Savoir, en effet, cela veut dire pour le peuple ne pas être dupe, être moins assujetti que celui qui ne sait pas. Les jugements s'organisent à partir de ces nouvelles orales qui parfois sont sitôt données qu'elles sont infirmées.
Mais pour le peuple parisien, l'important n'est pas là. L'important n'est pas de circuler dans le vrai ou dans le faux, car c'est invérifiable, mais dans cet état intermédiaire où le vraisemblable se fait la règle et où la volonté de savoir est déjà une arme, un minuscule pouvoir. Par ailleurs, il faudrait peut-être briser un stéréotype qui voudrait que le XVIIIe siècle fût irrigué d'un mécontentement linéaire et progressif allant jusqu'à son aboutissement, la Révolution. Le problème des historiens de ce siècle, dont je fais partie, c'est bien de savoir qu'à la fin de ce siècle qu'ils étudient, la Révolution eut lieu. Et c'est bien un problème. Cela les amène à un savoir tristement tautologique qui parfois leur fait dire qu'une petite émeute locale à Vierzon, j'ai rien contre Vierzon, je dis Vierzon comme une petite émeute locale à Vierzon dans les années 1720 est déjà un des prémices de la Révolution. Et comment donc ? Comment admettre ce type de pensée, fustigé aussi par Paul Ricoeur, qui disait « Il est vraiment dommage que les historiens sachent toujours la fin de l'histoire ». Ainsi, les rumeurs ou les mauvais propos et discours ne montent pas comme des ciels d'orage dans le zéphyr du siècle des Lumières. Ils ont chacun leur motif, leur dispositif, à la manière dont Michel Foucault expliquait ce qu'est un motif ou un dispositif, leur manière d'exister, leur façon ou non de faire en sorte que le sujet du roi, sur de multiples et variées décisions politiques, organise sa propre, sa singulière appréhension des choses qui le fera devenir un jour sujet politique. Chacun fait sa fortune du détail entendu. Chaque élément d'information fait signe. Et le peuple cherche le sens général à partir de fragments, de bribes, de tout petits morceaux de nouvelles. Ceci explique le morcellement des opinions et le goût pour la chose singulière. Les motifs des mouvements de pensée sont la misère, bien sûr, mais aussi le prix du grain, observé chaque jour, le prix du pain, les possibles disettes, les maladies et les épidémies qui peuvent frapper la ville, la police trop présente, les soldats sans scrupules, les mendiants certes inconfortables à voir vivre, mais soutenus, comme je le disais tout à l'heure, dès leur arrestation. Les guerres aux frontières sont aussi l'objet d'innombrables conversations, tant sont craintes les levées de soldats. Les tirages au sort et les enrôlements forcés sous le coup de l'ivresse ou de quelques manipulations indignent la population. Les levées d'hommes, d'ailleurs, se font toujours sous contrôle des soldats de la garde et du guet. Mais la grande scène observée, c'est bien celle de l'autre, l'autre avec un grand A, le roi, la cour, les princes. Il n'est pas de sujet qui, de près ou de loin, ne veuille avoir des nouvelles de la cour et qui ne tourne incessamment les yeux vers le roi. De son visage, de sa façon de donner l'aumône par un geste brusque ou un geste clément, de son entrée en ville par les rues ou faubourgs, des expressions de sa famille, la princesse triste, la princesse souriante. Chacun tire un profit maximum pour savoir de quoi l'avenir sera fait, morose, tragique, serein peut-être. Chacun interprète les signes qu'il donne ouvertement ou à son insu. Les chroniqueurs se moquent constamment à l'époque de ce peuple bêtement curieux, sans savoir que pour lui, lire le visage royal, c'est en somme lire les nouvelles. Les mariages, les naissances, les maladies des rois sont des signes et des orientations, comme le sont le choix des maîtresses et leur ordre d'entrée en scène dans les cérémonies publiques. Que quelqu'un soit en disgrâce augure de nouvelles orientations politiques et peut-être de nouveaux événements. Faut-il parler maintenant des révoltes et des émotions populaires ? Elles sont la plupart du temps si connues que j'ose à peine en parler devant vous. Je n'en dirai que quelques mots. Il y en eut plusieurs pendant le siècle, dans les années de disette ou de famine, comme en 1725, en 1745, ou encore la plus connue, la guerre des farines, en 1775. Paris vit cette année-là ses boulangeries pillées et la population du pourtour affluait menaçante. En 1750, une émeute de rue dura 3 jours. Le lieutenant général de police, sur ordre du roi, avait stipendié des hommes de police et loué des carrosses aux vitres teintées pour justement et prestement enlever dans les places et les carrefours de la ville de petits enfants d'artisans nommés polissons, âgés de 3 à 14 ans. L'émeute fut prompte, comme vous pouvez l'imaginer, ce qui prouve aussi le sentiment des parents vis-à-vis de leurs enfants, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire. L'émeute fut prompte, les parents, vite alertés, se rendirent aux portes des prisons, puis poursuivirent sans pitié les mouches, les observateurs et les inspecteurs de police. Un inspecteur de police fut d'ailleurs tué. 3 émeutiers furent ensuite condamnés à la roue.
l'émeute pour enlèvement d'enfants eut ceci d'étonnant qu'en l'étudiant de près, il est possible de se rendre compte du chemin des nouvelles, de celui des rumeurs. En effet, l'on racontait à l'époque que Louis XV boirait le sang des petits. Et surtout, de la logique des foules. En suivant par le menu leurs trajets et leurs actions, on s'aperçoit que les émeutiers ont des parcours choisis, soit de façon symbolique, soit de façon politique, et que leur action, même violente et colérique, emprunte rationalité et raison pour s'accomplir. Même si les débordements surviennent et que le sang coule, l'émeute, telle une actrice sociale, devient une entité au but précis, au parcours choisi, alliant le symbole à la force. Les foules ne sont pas, comme le pensait Gabriel Tarde, des hordes d'animaux sauvages, sans autre but que de tuer. Elles empruntent du pouvoir les chemins qu'il a pris lui-même pour les mettre en colère. Ajoutons autre chose encore. En constatant au XVIIIe que les moments où le peuple se rebelle, en fait, se met en révolte, ces moments-là sont pour lui des déchiffrements de sens. De plus, ce sont des moments très fréquents. Le soulèvement, à cette époque, n'est peut-être pas, comme on le croit si simplement, une rupture définitive avec le monde d'avant. L'émotion populaire, en fait, se veut le point de jonction entre un ordre qui fait défaut, dont on considère qu'il est injuste ou qu'il fait défaut, et un avenir mal assuré. Et le point de jonction entre ces deux choses-là, ces deux situations-là, se passe par l'émeute. Il y a de l'ordre dans ce désordre et l'action émotive ou insurrectionnelle démarre à partir d'une construction de sens fondée par ce qui a été vu et perçu. Le peuple se met en colère et reconstruit. Et il reconstruit ce qu'il croit pensable ou meilleur dans la situation politique qui lui est impartie. Par ailleurs, il faut se départir de l'idée que les émeutes se seraient avancées dans le siècle dans un enchaînement causal, faisant aller de l'une à l'autre avec un mécontentement de plus en plus grand qui aurait profilé la Révolution. Figures autonomes, les émeutes ne sont jamais survenues dans la linéarité, ni n'ont fabriqué une progression de la conscience qui ferait, par exemple, des événements de 1775 des moments plus élaborés que ceux de 1720 ou de 1740. Ce serait absurde. L'émeute, à chaque fois, se vit comme un être social, comme une personne sociale qui cherche à être partenaire et interlocutrice du roi. C'est dans la relation au roi et dans l'amour qu'il demande à ses sujets que se fait la minuscule fêlure du désamour, parfois rendue possible. Je crois bien qu'il faut sûrement terminer. Alors pour cela, peut-être s'expliquer une dernière fois sur le type d'histoire que je présente ici. J'ai bien conscience qu'elle n'est peut-être pas tout à fait comme les autres, que je n'ai pas bien décrit les rues, les faubourgs, les pourtours, que je n'ai pas dit trop l'architecture, que bon, tout ça. Mais je sais qu'il y a des tas de gens qui viendront après moi le faire. Mais expliquer une dernière fois sur le type d'histoire présentée ici. J'ai désiré avant tout faire celle des êtres pensants et parlants, enfouis et enfuis, qui fabriquent encore aujourd'hui notre ciel et notre terre. Cela, nous ne le savons que mal. Le devoir de l'historien est de transmettre, je crois, de la manière la plus rigoureuse et poétique qui soit, cette infinie complexité vivante d'un passé qui bavarde encore derrière notre dos et susurre des mots que nous ne voulons ni entendre ni reconnaître. Dans cette démarche, il ne s'agit pas, par l'étude du passé, de succomber sans critique au devoir de mémoire très actuel, parfois si lourd. Il s'agit de vivre l'avenir en actualisant les parts sublimes de ce qui fut. C'est pour moi une esthétique, une poétique, mais aussi une tâche éminemment politique que de retrouver ces cultures fugitives, ces paroles furtives et éphémères, celles qui donnèrent tant de sens à leur époque. Étudier le peuple parisien, n'est-ce pas un peu établir, comme au cinéma, le montage plausible de ses émotions et de ses douleurs, afin que, comme le chiffonnier de Walter Benjamin, l'historien puisse faire volter dans l'air du matin, au milieu de ces haillons délavés, des mots, des lambeaux de discours tels que humanité,
intériorité, contemplation. Je vous remercie beaucoup. J'ai cru entendre, lorsque vous parliez de la maison du commissaire de police, qu'il y avait naturellement les ordonnances royales de placarder, ce qui est naturel. Mais j'ai cru, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il y avait également des placards blasphématoires. Si oui, alors ça voudrait dire qu'il y avait quand même pas mal de liberté, même sous la royauté, pour s'exprimer. Ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, je ne vois pas même à notre époque des choses pareilles. Alors, des placards blasphématoires, bien sûr, ils ont été mis la nuit, clandestinement. Si quelqu'un est arrêté pour les avoir affichés, vous savez, le blasphème, c'est la roue, c'est la condamnation à mort, c'est le plus grand des sacrilèges. Par ailleurs, vous touchez à la fin de votre question à quelque chose qui est, entre guillemets, presque vrai. Enfin, c'est que, je veux dire, le XVIIIe siècle est un siècle, enfin, le siècle, le Paris populaire, en tout cas, des Lumières, et si pour eux, si étonnant que, bien sûr, il a quelque chose de sûrement plus libre que celui du XIXe siècle, en tout cas de moins, comment j'allais dire, moins contraint. Mais pour ce qui est des blasphèmes, soyons bien clairs, il s'agit de choses totalement interdites et si la personne est vue ou prise, elle sera condamnée à la roue impitoyablement. Donc je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous nous avez très peu parlé de la religion, de l'Église. Est-ce que ce peuple était croyant ? Dieu, où était-il parmi eux ? J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet état oui. À ce moment. Quoi. J'ai peu parlé de la religion parce que j'ai essayé de montrer en fait une vie, comment dire, l'intensité de la vie qui était menée là, et qu'en plus, si vous voulez, tout ce qui concerne la déchristianisation au XVIIIe siècle fait débat à l'heure actuelle chez les historiens. Entre ceux qui pensent que le peuple comme enfin, la société entière était profondément déchristianisée et ceux qui voient encore beaucoup de traces de religion. Dire qu'en effet, j'aurais pu, je crois, parler davantage, comme quand j'ai fait allusion au cimetière des Innocents, parler des églises et des messes. L'église est un curieux endroit qui est refuge, où les gens parlent haut et fort, librement, où l'on vole dans les troncs des églises, où il se commet des tas de délits, où on va arracher des boucles de souliers aux chaussures des plus riches, etc., en même temps qu'un lieu de prière. C'est-à-dire tout se passe en même temps. Il est presque à l'image de cette société parisienne où tout se fait à la fois dans une espèce de fourmillement extrêmement grand. Les enfants vont au catéchisme de temps à autre. En général, comment dire, pour pas parler familièrement, ils vont grappiller une heure de catéchisme comme ça, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais Dieu, si vous voulez, d'abord, c'est le roi. Le roi, c'est Dieu. Donc la fusion, ce qui est demandé à la société du XVIIIe, c'est de croire en un Dieu, en un roi catholique, romain et apostolique. Et donc, je n'ai pas parlé, mais je n'avais pas le temps. J'aurais beaucoup voulu parler justement de la scission avec le jansénisme et dans la façon dont les affaires de la paroisse Saint-Médard et des convulsionnaires ont été quelque chose d'extrêmement important dans les années 1750 jusqu'en 1760, puisque à ce moment-là, on refusait les sacrements à ceux qui étaient jansénistes et la population parisienne était partagée en deux, ceux qui restaient catholiques et romains et ceux qui ont récusé à la fois le roi et Rome. Alors oui, bien sûr, mais je ne sais pas, je ne voudrais pas refaire un cours, là ça va être trop long, puis ça va vous ennuyer, mais j'ai pas parlé, vous avez raison de me dire ça, j'aurais énormément aimé parler des jansénistes, c'est un de mes sujets préférés, mais j'en ai laissé tomber beaucoup, et je suis désolée, monsieur, que vous en ayez le regret.
Vous avez parlé d'enlèvement d'enfants en 1750. Existait-il des bandes d'enfants comme on peut en voir maintenant dans les grandes métropoles du Sud? On m'a dit souvent que les travaux que je faisais ressemblaient à une ville que je ne connais pas, qui est Le Caire. Pour ce que vous dites, les bandes d'enfants, il faudrait s'entendre par bande. À mon avis, elles ne sont pas... Vous pensez au Brésil ou à des pays d'Amérique du Sud, peut-être. Je pense qu'elles ne peuvent pas être comparables à cela parce qu'elles ne sont pas organisées. Mais en effet, quand les enlèvements d'enfants ont lieu, c'était simplement parce qu'il y avait énormément de ce qu'ils appelaient des polissons, c'est-à-dire d'enfants qui traînaient dans la rue, qui gênaient la circulation, et que c'était une volonté de contrôle social et d'assainissement. Mais ces enfants n'ont jamais fait bande. Par contre, et là aussi c'est un thème que je n'ai pas abordé parce que je n'avais pas le temps, j'aurais beaucoup aimé aborder le thème de l'enfant dans la cité, parce que l'enfant, il est vraiment, c'est passionnant, c'est un messager, c'est celui qui renseigne ses parents, celui qui court la ville pour écouter les rumeurs et rendre compte à ses parents de ce qu'il a entendu. C'est quelqu'un qui a un rôle très très intéressant, qui est là dans les émeutes, qui donne la main à sa mère et qui est en avant dans les cortèges émeutiers. C'est un thème formidable que voilà, je n'ai fait que suggérer en parlant de cette émeute. À un certain moment de votre exposé, vous avez évoqué une population migrante très importante, notamment dans certains quartiers où elle était élevée à un taux de 70%, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'à cette époque, l'on considérait comme étrangers à la ville de Paris des gens qui venaient tout simplement de la province, ou y avait-il déjà une migration étrangère à la France importante? Non, non. Elle est très peu importante, sauf dans les milieux aristocratiques. Vous savez qu'on voyageait beaucoup au XVIIIe siècle. Donc, mais pour ce qui concerne la population parisienne, quand on dit les migrants, ce sont les gens qui viennent des montagnes, du Jura surtout, le Lyonnais, etc. Et puis Picardie, enfin de toute la campagne. C'est l'exode rural, c'est l'époque de l'exode rural. Et effectivement, vous savez quand même ce dont il faut se rendre compte, c'est que Paris est fait de quartiers remplis par les gens du même pays, comme il le disait, c'est-à-dire pays-région, et qu'il y a énormément de langues dans Paris. Et que lorsqu'ils sont traduits devant la justice, enfin, le mot est mauvais parce qu'il est anachronique, eh bien, il faut quelquefois des interprètes. Parce que la langue d'oc, qui la parle? C'est pas le commissaire de police du 10e arrondissement. Et de même, donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la langue. C'est pour ça que je parlais des sons, des bruits, de la musique. C'est qu'il y a en plus toutes les langues qui se mêlent, tous les patois, enfin, toutes les langues régionales qui sont là. Donc, si vous voulez, c'est pas des migrants étrangers, mais c'est encore une France qui n'est pas... vous savez, ça sera à partir de Napoléon qu'on pourra... C'est encore une France extraordinairement composite, avec des gens qui ont vécu dans leur région des tas de coutumes différentes et qui arrivent à Paris, qui vont s'acculturer ou se déculturer, parce que ce sera souvent l'échec, leur arrivée à Paris. Donc, de toute façon, votre question, elle est juste, et pas juste. Enfin, il n'y a pas d'étrangers au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais il y a une population qui arrive, et qui repart, parce que Paris est un mirage, Paris avale, et Paris refoule. J'aurais voulu savoir si Paris était déjà composé par arrondissement. Oui, le voit, il y a 20 quartiers dans Paris, 20 commissaires de police, un pour chaque quartier et 48 inspecteurs de police. Et ce sont les quartiers que nous avons aujourd'hui, à très peu de choses près. Ça a très très peu changé. Et j'ajoute, le quartier a une conscience extraordinairement forte d'être le quartier. Par exemple, être bien connu et bien reconnu de son quartier. On vient dire, il était bien connu dans le quartier. Comme on dirait, vous savez, qu'on voit à la télévision, comme il a tué tout le monde, mais il avait l'air très gentil. Ben, là, on va dire, il a volé je sais pas quoi, mais voilà, il était connu, reconnu du quartier. Le quartier est presque une personne. C'est aussi un très beau sujet que le quartier. Est-ce qu'il y avait des rivalités entre quartiers, pas quartiers, suivant l'implantation géographique déjà d'où il venait, quoi? Alors, je vais vous dire tout petit peu, il n'y a pas de rivalité de quartier à quartier, mais il y a des faubourgs, il y a des octrois, des portes donc, qui entourent Paris, qui sont des sortes de douanes. Et puis, il y a
comment dire, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les riches et les pauvres habitent souvent les mêmes immeubles. C'est-à-dire, les pauvres sont en haut dans les garnis, comme dans les abris, on appelle ça des garnis ou des abris, et les étages nobles, comme on les appelle, sont occupés par les grands marchands ou la haute bourgeoisie ou même quelques nobles, sauf les hôtels du Marais, mais qui représentent l'exception. Donc, si vous voulez, les quartiers, ils vivent... D'abord, je vous ai dit qu'on se déplaçait complètement dans tous les quartiers, donc il n'y a pas de rivalité entre les quartiers. Il y a les regards incessants du pauvre sur le riche et du riche sur le pauvre. Les théâtres, par exemple, sont très mélangés. Il y arrive les aristocrates en carrosse, comme il y arrive la foule populaire, comme ce que je vous ai raconté pour les feux d'artifice, Mais des rivalités entre quartiers, non, ça n'existe pas du tout. Il peut y avoir des rivalités entre régions. Un Breton peut... Mais je dois dire n'avoir jamais rencontré cela dans les archives. Bien. Eh bien, Arlette Farge, merci.